Bonjour, belle âme, et bienvenue sur mon podcast À la rencontre de l'invisible. Je suis Vanessa Otadi, ton enseignante cosmique, et aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment on fait ça accompagner la mort, la vie et tous les autres épreuves qui peuvent se passer entre. Et aujourd'hui, je reçois évidemment une personne exceptionnelle que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux qui s'appelle Cynthia J. Brunel. C'est la première Tana Doula, donc Doula de la mort, qui va venir nous parler évidemment de ce chemin de vie avec moi aujourd'hui. Donc bonjour Cynthia, Bonjour Vanessa, comment ça va? ça va très bien, très détendu, c'est parfait. Super. Alors, ma chère Cynthia, je te laisse me présenter à nos auditeurs et après ça, on va tranquillement jaser ensemble de qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que c'est la mort? Parce que ça aussi, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ça, c'est vraiment une grosse question qu'on se pose. Fait que je te laisse te présenter, ma chère. Oui, ben écoute, je suis Tama Doula, qui est doula de la mort, doula en fin de vie, accompagnante en fin de vie, il y a plein de dérivés du terme. Et je suis doula de naissance aussi. Ça va faire, en fait, j'ai commencé en 2020, donc 3 ans là, que je pratique dans ce milieu-là. Je fais aussi de l'enseignement en accompagnement de fin de vie. Et j'aime bien dire que je suis une grande optimiste de la mort parce que, ben, puis on en parlera peut-être dans cet épisode, mais j'ai vécu la mort de très, très près. Hmm. On est à l'aube de l'anniversaire de 4 ans de décès de ma mère et c'est vraiment à cause de ce décès-là que j'ai changé ma voix. Et j'ai une façon d'aborder ce sujet-là qui, pour moi, en fait, ma guérison a été d'en parler avec beaucoup plus de légèreté qu'on est habitué de l'entendre. Hmm. Euh, donc, ça fait vraiment là, partie de mon identité. C'est un peu ma mission de rendre la mort un peu plus positive, sans banaliser ou invalider le fait que ce soit triste, que ce soit difficile. Il y a aussi un autre côté à ça. Donc, ça fait un peu partie de mon quotidien maintenant parce que ça a vraiment teinté ma façon de vivre aussi. De changer ma vision face à la mort, ça m'a vraiment appris à vivre en fait. Puis là-dessus, ben, j'ai 3 enfants aussi. J'ai eu comme 7 tests positifs pour 3 enfants vivants aujourd'hui. Donc, Hmm. ça fait aussi partie de mon parcours d'accompagnement, là, le deuil périnatal. Et en fait, c'est un autre type de mort. C'est une mort en soi aussi. Hmm. Donc, tous mes petites épreuves, mes petites montagnes m'ont mené à ce que je fais aujourd'hui. Mm. Wow, génial. C'est vrai qu'on en parle difficilement, c'est très, très, très tabou, le deuil périnatal encore, hein, Ouais. de dire comme quoi que, ben, il était pas là, donc de toute façon, c'est pas grave. Et wow. Ouais. Énergétiquement, on le sait, de toute façon, hein, ma communauté le sait très bien, énergétiquement, un âme est là, peu importe. Donc, si elle décide ou non de s'incarner, il y a quand même un deuil à faire de ne pas l'avoir en réel, en concret, dans nos bras 9 mois plus tard. Donc, ça, Ouais. c'est quelque chose, évidemment, que je trouve ça formidable d'accompagner. Euh, et je trouve ça encore plus formidable. Tana Doula, c'est quelque chose qu'on n'entend pas, qui est sûrement très tabou, qui est tellement méconnu. Et comment on fait pour devenir Tana Doula au juste? C'est une bonne question. J'ai aujourd'hui, ça semble déjà un peu plus simple en soi de trouver de l'information parce que la pandémie a quand même accéléré le processus. Là. On a été beaucoup Hmm. plus au courant qu'on allait mourir, premièrement. Je veux dire, pour ceux qui avaient les nouvelles allumées à tous les jours, on avait un décompte de combien de personnes étaient décédées du COVID. Je veux dire, je pense que ça a jamais, moi de mon vivant, j'avais jamais vu une aussi grande proximité là de la mort. Tu sais. Mhm. Donc, moi, j'ai commencé avant la pandémie à faire mes recherches. Là, en 2019, je cherchais comment faire de l'accompagnement à la mort mon métier. OK. Et j'ai fait beaucoup d'appels dans des écoles. Il y en a aux États-Unis. Il y en avait 2 au Canada, une au Québec et une en Colombie-Britannique. J'ai fait une formation au Québec, j'ai fait une formation en Colombie-Britannique et plein de petites choses ici et là. Il faut dire que c'est pas un métier qui est nécessairement régi par qui ou quoi que ce soit. Donc, Mhm.
des Tanadoulas, un peu comme les doulas de naissance, peuvent décider d'être Tanadoulas sans nécessairement avoir l'expérience éducative, là, si on veut, là, parce qu'on a notre bagage de vie et on a aussi un bagage pédagogique quand même. Puis, c'est pas tout le monde qui va vers le pédagogique non plus, Oui. tout dépendant de ce qu'on a vécu. Donc, c'est pas nécessaire. Je le recommande quand même parce qu'il y a des balises quand même dans la relation d'aide là, qui est très importante parce que on accompagne un être humain dans une période que je nommerais très vulnérable. Mhm. Autant la personne en fin de vie que le petit noyau autour, là, l'entourage, Mhm. les proches. Donc, il y a en fait, c'est des écoles privées pour la majorité, un peu comme on irait faire des cours d'accompagnement, justement, thérapeute en relation d'aide, naturopathie, tout ce qui est un peu alternatif, en fait, Mhm. holistique. Et ben, par la suite, ben, on essaie de se faire connaître et c'est là le défi parce que se former, c'est super le fun. On a l'impression qu'on a quand même plus de chances en ressortant. Tu sais, maintenant, il y a l'école pour laquelle j'enseigne qui offre un grand, grand parcours quand même de formation. Puis, tu sais, on le répète maintes et maintes fois à nos étudiants, quittez pas votre emploi à temps plein, là. Oui. Attendez, parce que on a la meilleure volonté du monde, mais c'est tellement un métier qui est pas connu. Mhm. Que c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est de la visibilité sur les réseaux, c'est vraiment, là, ça se met en place. Je peux dire après 3 ans que oui, je suis connue dans ça, puis j'ai mon petit réseau, mais j'ai pas fait grand-chose, là. J'ai fait beaucoup de bénévolat, si on veut le Mhm. nommer comme ça, pour me faire connaître. Donc, Oui. on devient, j'aime bien dire lentement, mais sûrement, parce que pour moi, c'est pas impossible de vivre sa vie de ça, mais il faut le Mhm. faire en prenant son temps, en fait. Mhm. Faut pas être pressé, parce que c'est aussi un processus pour nous, en fait. C'est Oui. aussi important, c'est que quand on arrive dans le milieu, dans ce milieu-là, ça va nécessairement venir faire un miroir sur ce qu'on a vécu, Mhm. que ce soit dans notre vie actuelle ou dans d'autres. Donc, Effectivement. c'est Mhm. ça. C'est une formation thérapie, c'est un métier thérapie, c'est ouais, ouais, c'est Hmm. mmh, Il y a souvent des clientes qui me disent oui, mais tu sais, ma mission de vie, si admettons je suis passeuse, donc pour celles qui cherchaient un vrai métier en concordance ouais, avec être passeur, disons que Tanadoula aide bien. J'aime bien aussi le fait que tu sois aussi accompagnante à la naissance, ouais. donc tu accompagnes vraiment les transitions de vie. Moi, j'aime bien, c'est vraiment ça qu'un passeur peut faire. Et Mmh. puis, moi, ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui, c'était parler vraiment des rituels qui entouraient la mort. Toi, comment tu voyais ça dans ta façon de faire, puis d'avoir une discussion autour de ça, parce que, bon, moi, je passe, mais après, pas quand ils ont encore un corps physique, mais bien après, OK. quand ils sont rendus de l'autre côté, moi, je les passe autrement. Mais fait que pour ça, je voulais discuter avec toi vraiment là, de c'est quoi tes rituels entourant ça. Tu sais, souvent, je parle à mes clientes en disant avant, c'était mieux. Mais dans le sens où de la façon qu'on avait ritualisé la mort, au Oui, contraire de comment est-ce on le vit maintenant, ça change, c'est très différent, c'est pas du tout la même essence. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas moi je le vois, c'est beaucoup plus difficile pour les fantômes maintenant quand ils sont pas bien accompagnés. Fait que toi, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais vivre aux gens pour vraiment les amener de l'autre côté, là, en transition plus sereine? ouais. Ben, en fait, j'ai 2 pôle très, très fort. J'en ai un qui est très, très structure, rationnel, c'est dans la tête. Mhm. Premièrement, on règle cette partie-là. Donc, est-ce que les papiers sont en place? Est-ce Mhm. qu'il y a des projets que tu aurais aimé faire, puis que tu n'as pas eu la chance de faire encore? On s'entend, partir en voyage, c'est peut-être plus possible. Est-ce qu'on peut amener Oui. le voyage à ta chambre? Tu sais, on va Mhm. venir faire des petits projets comme ça, en plus au, comment dire, je pense que ça dépend parce que j'ai eu des clients qui étaient go, on sautait tout de suite dans le, dans le stock profond, puis c'était correct. Mais la majorité, il y a quand même un besoin de mettre tout droit avant. Donc, paperasse, dire les choses qu'on a besoin de dire à nos proches, organiser les préarrangements funéraires, les ci, les ça. Mhm. C'est une grosse partie de ce que moi j'appelle en quelque sorte des. C'est pas des rituels, mais c'est quand même des choses qui ont une grande symbolique
pour une paix d'esprit en fin de vie, là. De savoir qu'on part puis que nos proches, c'est des choses, c'est ça, qui sont faites beaucoup plus pour ceux qui restent. Oui, ceux qui restent. Mhm. Puis là, après ça, on va passer à qu'est-ce que toi, en tant que personne en fin de vie qui est encore très vivante, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et ça peut être des tout petites choses du genre, on va monter un hôtel dans ta chambre, on va demander à tes proches d'amener une photo des aliments préférés ou des souvenirs de voyage ou des si. Comme ça peut être dans le très grandiose de faire des funérailles vivantes. Et ça, c'est mon genre de rituel que j'aime le plus parce que ça change une vie là, d'être témoin de ça, puis ça change une vie pour la personne qui part aussi. Donc, tout dépendant de ce que la personne se situe face à son ouverture de la mort, on ne se cachera pas, il y a des gens qui vont vont rien vouloir savoir de faire ça. Puis je le respecte, c'est correct. Moi, je peux juste amener les deux côtés en disant, ben, tu sais, ça peut être plus facile pour telle raison de faire quelque chose, que ce soit petit, que ce soit grand. Et d'un autre côté, est-ce que ce serait dommageable de forcer la personne à faire quelque chose aussi? Oui, ça pourrait totalement l'être. Donc, autant que ce soit justement dans le prendre soin. Donc, d'aller demander aux vraiment, vraiment, par exemple, conjointes, les enfants, de venir faire une espèce de dernière toilette. Mais quand même, parce qu'on est habitué de voir ça après le décès. Une toilette funéraire, mortuaire, pardon. Mais on peut le faire aussi avant, que ce soit juste de venir crémer la personne, être vraiment dans la bulle, moment présent, en s'occupant de notre proche, de lui dire des choses qui nous font du bien de cette personne-là. Ça fait du bien autant à la famille, aux amis, qu'à la personne qui est en fin de vie. On est beaucoup plus dans le toucher, dans le prendre soin, d'en faire un bilan de vie aussi. Ça peut être super intéressant. Puis, il y a des choses qui sont nécessairement un peu plus, comment dire, qui pourraient un peu plus toucher le voile de l'autre côté quand on parle de, par exemple, j'aime bien utiliser le rebozo pour venir faire fermer le visage de la personne pour qu'elle soit vraiment dans sa bulle, avec des méditations, avec des points aussi au niveau de la tête. J'aime beaucoup utiliser les points au niveau de la tête pour aller travailler l'énergie. Donc, tout dépendant de la personne qui est en face de moi. Mais tu sais, c'est quand même un petit défi d'apporter ça à ces gens-là parce que dans la société en général, quand on parle de rituel, on va tout de suite penser au salon funéraire. Oui. Comme si c'était la seule option. Mais en fait, c'est un rituel qui est nécessaire, puis c'est tout. C'est une affaire, c'est fait, c'est réglé, on passe à d'autres choses. Mais ça ne prend pas en compte la majorité du temps les besoins de la personne qui est décédée. Oui. Avant, peut-être un peu plus, là, on faisait ça sur quelques jours, puis c'était une festivité quand même un peu plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça coûte cher, fait qu'on va faire ça sur 3-4 heures. Puis, cérémonie, là, ça peut être bien rapide aussi dans la même salle que le cercueil est. Et ça, c'est s'il y a un cercueil, parce que maintenant, c'est des urnes. Donc, on a raccourci ça super, vraiment court. Puis je pense que ça aussi, peut-être que nos amis de l'autre côté, ça fait pas leur affaire non plus. Parce que est-ce qu'on a pris le temps de les célébrer? Est-ce qu'on a pris le temps de leur dire merci? De reconnaître leur identité? Tu sais, tout ce qu'ils ont bâti à travers leur vie. Ben moi, j'aime bien le faire avant. J'aime bien qu'on ait ces discussions-là avant, avec les proches autour. J'aime bien qu'on puisse enregistrer des petites vidéos pour ceux qui restent. Fait que c'est des rituels qui sont un peu plus, comment dire, c'est tellement déjà difficile pour certains d'accepter qu'ils sont là, qu'ils sont au pied de la porte de l'autre côté, qu'on doit toujours rester en se disant, ben, on veut prendre soin de toi en tant que personne en fin de vie, mais pour l'apporter, il faut prendre le petit détour que ça va aider aux autres aussi. Oui. Je pense que c'est notre société qui est faite comme ça. Mais je peux vous dire que j'ai célébré une funéraille vivante. Et moi, cette expérience-là a été définitivement un game changer dans ma façon d'être, dans la façon d'accompagner les autres aussi. Quand je dis ça à des gens, ils sont comme, c'est tellement bizarre.
Je comprends pas pourquoi on ferait ça, mais cette personne-là, à ce moment-là, ça a été, là, tu sais, en plus, c'était une personne qui, ça faisait longtemps qu'elle avait de la difficulté à parler à cause de sa maladie. Quelques mots à peine, on comprenait pas nécessairement. Moi, ça a pris plusieurs rencontres avant que je sois capable de déchiffrer certains sons. Mm. Puis à ce moment-là, cette personne-là s'est assise en avant puis a été capable de parler de ses voyages devant ses 25 amis. Puis on l'entendait clairement. Il y avait comme un regain de vie à ce moment-là qui était comme juste plus grand que nature. Puis je me suis dit, hey, dans le fond, lui, là, il s'est vraiment donné le droit, en fait, de vivre son dernier party, sa dernière fête, avec les amis qu'il veut, avec la boisson qu'il veut, parce qu'on a pris un shooter, avec la musique qu'il veut. Ça, pour moi, c'est comme le rituel ultime. Mais tellement. Ouais. J'ai envie d'apporter ma vision très, très énergétique de la mort, si tu me permets, suite à tout de suite ce petit bout que tu viens de nous partager, puis on continuera après. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau de la mort, c'est quand la personne quitte son corps, elle reste 72 heures dans les limbes. C'est pour ça qu'on veillait avant les morts, évidemment, et que, comme Cynthia a dit, on prenait le temps d'être là plusieurs jours avec la personne, avec le corps de la personne, pour justement la célébrer, justement lui montrer qu'on l'aimait, justement pour lui dire, t'inquiète pas, on t'en veut pas, on te pardonne, etc., etc. Parce que ce que je vois quand j'accompagne justement les fantômes de l'autre côté, c'est que c'est ça. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'a pardonné? Je l'ai pas entendu de sa bouche. Même quand ils sont là, comme tu dis, dans les funérailles, qui prennent 2, 3, 4 heures, une cérémonie rapide et tout ça, on n'entend pas les gens nous dire « Hey, je te pardonne, c'est pas grave si t'as été pas gentil cette fois-là. Hey, je t'aime, je te laisse aller, vas-y, t'es capable. » On l'entend pas. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est vraiment ça, cette perte-là de cette fête-là, de cette réalité-là qui aurait dû être faite, comme tu dis, avant, Ouais. pendant qu'ils étaient encore vivants. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance, malheureusement, d'avoir ça. Non, non, il faut le dire. Il y a des décès qui sont super soudains, rapides, là. Exact. Fait que, tu sais, fait que ça, c'est vraiment pour ceux que vous avez le temps et tout ça, mais ça nous ramène à dire, OK, on a 72 heures pour lui dire on l'aime, c'est go, tu peux y aller, etc. Et après, la personne, elle prend ça et elle décide. Elle décide si elle reste en tant que fantôme, si c'est pas réglé, si elle doit encore vous parler, si elle doit encore être là, ou elle décide qu'elle passe de l'autre côté, qu'elle passe le voile et qu'elle s'en va dans la lumière. Donc, pour moi, ritualiser la mort, revenir à cette espèce de fête, là, comme tu dis, de célébration de la vie est tout Ouais. aussi importante et même plus parce que la personne va savoir déjà, je m'en vais la tête libre. Je me poserai pas de questions si on m'aime, m'aime pas, si on me pardonne pas, etc., etc. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est super intéressant de faire ça, comme tu dis, les funérailles vivantes, parce que c'est la façon la plus divine, je pense, de montrer à la personne, quand tu vas être rendu de l'autre côté, là, tout va être réglé. Mais vraiment tout. Fait que c'est incroyable, ça, comme rituel. J'adore ça. Ouais. Mais c'est tabou, j'imagine, comme tu viens de Ah, nous dire, tu sais. tabou, tabou, là. Je veux dire, je m'attends pas à vivre ça très, très souvent dans ma vie, là. Cette personne-là, en particulier, c'était d'une ouverture incroyable, mais c'est une personne qui était très, très prête à mourir, OK? C'était une demande d'aide médicale à mourir, premièrement, suite à une très longue maladie. Heu, il y avait pas quelqu'un de plus près que ça, là, tu sais, là? Ouais. Donc, c'était comme très naturel, mais c'est loin d'être la majorité tu sais, des gens. Puis, je dirais même que ces gens-là, en fin de vie, nécessairement, on vieillit dans une certaine mentalité. On a une éducation face à la mort qui est très fermée. Donc, même ces gens-là, parfois, en fin de vie, ne savent même pas c'est quoi vraiment leurs besoins avant de partir. Ouais. Et on a, en tant que personne qui accompagne un proche ou un ami, ou on a une certaine responsabilité aussi de genre show up, là. Tu sais, Ouais. on, on a besoin, nous aussi, en fait, de réapprendre à valser avec la mort pour devenir à l'aise. Et c'est pas en restant loin qu'on va devenir à l'aise, c'est en étant proche, en la sentant, en la touchant, en la pleurant. Euh, Mm. D'être au chevet d'une personne, c'est en soi probablement une grande partie de ce que les fantômes manquent en ce Ouais. moment. Parce que même si la personne est en sédation,
et qu'elle semble inconsciente, on s'entend, il n'y a pas d'inconscience là. Non. Euh, c'est correct de parler à notre proche, c'est correct. Puis c'est la bienvenue, plus que plus que plus. Puis c'est le moment aussi de se dire, ben, si j'ai pas été capable de le dire pendant que tu étais conscient face à moi, ben, je vais te le dire là. Puis c'est correct, tu sais. Mais ça aura été dit. Ouais. Mais déjà, à la base, avant de penser à des rituels, c'est déjà difficile d'avoir la famille et les amis autour de la personne en fin de vie. Puis malheureusement, quand moi je suis appelée, c'est parce que c'est des familles qui sont très, très impliquées. Très, Ouais. très impliquées. Mais quand je fais du bénévolat dans une maison de soins palliatifs par chez moi, il y en a beaucoup des gens qui n'ont pas de visite, là. Ouais. Puis c'est des gens qui sont amers, qui sont colériques. Donc, qu'est-ce que ça fait l'autre côté du voile? Ça fait la même genre d'affaires, là, tu sais. Exactement. On arrive de l'autre côté, puis ils ont les mêmes émotions. Ah Ça n'a oui, pas été transmuté, là. Fait qu'ils sont carrément. pas contents, ils en veulent à leur famille, ils ont vengeance écrit dans le front. À un moment donné, c'est ça, là, aussi, là. Fait que, tu sais, je trouve que ma job est importante, mais la tienne, elle est encore plus. Parce que justement, c'est toujours en amont. Tu sais, c'est un peu comme bon, on est maintenant tous les deux accompagnantes à la naissance. Mhm. Moi aussi, j'en Oui, fais c'est partie. vrai. Mais c'est ça aussi, tu sais, c'est de tout le travail que je fais, que tu fais sûrement en amont avec les parents, vont amener à une naissance plus sereine, vont amener à une transition plus douce, à Mhm. la nouvelle vie qui vient d'arriver. C'est la même chose avec la mort. Si on travaille pas d'avance, le après, oh boy, il faut le ramasser. Parce que moi, je le sais, avant d'être accompagnante à la naissance, quand je faisais justement des rituels post-accouchement, je ramassais les pots cassés. Alors que je me disais, si j'avais été là avant, peut-être que j'aurais pu aider à ce qu'il y ait moins de pots cassés, tu sais, que Ouais. les parents aient vécu ça autrement ou que j'aurais prévenu peut-être certaines affaires énergétiquement. Et que je me dis, c'est tellement la même chose dans la mort. Puis tu sais, on est humain, il y a énormément d'émotions qui se vivent, il y a énormément de situations qui se vivent. La communication peut être parfois difficile, comme justement tu dis, ils ont pas de visite, ils n'ont pas de rendez-vous, il n'y a pas personne qui vient les voir. Mais le fait que tu sois là, le fait qu'il y ait au moins une personne qui show up, qui dit je suis là, tu as envie de parler, veux-tu sortir ce que tu as à sortir, c'est un minimum et ça doit tellement les aider, ça doit être incroyable là, après là, le Ouais. sentiment là, de oh, ouf, OK, j'ai pu Ouais. parler. Tu sais? Puis le but ici n'est pas de dire si tu n'as pas été au chevet de ton proche, tu es une Oui. terrible personne. Pas du tout. Parce que, premièrement, c'est pas parce qu'on est mourant qu'on est un enfant. Tu sais, je dis, c'est pas tous des enfants de cœur, les personnes en fin de vie. Il y en a qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux. Ils Ouais. meurent pareil, puis ça veut pas dire qu'on est obligé de tout pardonner pour être à leur chevet. Premièrement. Exact. Ça, c'est une réalité. Deuxième réalité, on est, on a grandi en mode survie. On a vieilli en mode survie, en évitant la mort à tout prix. Pourquoi on irait s'asseoir devant la réalité la plus confrontante qu'il n'y a pas? Exact. Donc, moi, je juge pas quelqu'un qui ne veut pas aller prendre soin de leurs proches parce que c'est trop difficile. On l'entend souvent. Ou juste aller à des funérailles. Moi, j'aime pas ça, ça pue, ça sent la fleur. Je veux pas y aller. Ouais, ben, c'est plus loin que ça, là. Il faut Ouais. aller gratter. Il faut aller gratter parce que si en ce moment, on dit non, non, non à ça, imaginons ce que ça va être quand cette personne-là va être sur son lit de mort. Ça va être infernal. Exact. Infernal, l'anxiété, l'angoisse, la colère, le mépris, tout ça ensemble peut naître. Ça peut être en tristesse aussi. Toutes les personnes ont une façon de le vivre, mais il faut accepter de notre vivant quand on est en pleine santé qu'on va passer par là. Parce que sinon, nécessairement, ça impacte notre façon de vivre au quotidien. Nécessairement. Euh, Mhm. les gens très, très, très angoissés, très anxieux, quand on gratte loin, 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 la peur de la mort est très, très présente habituellement, Tout à fait. sans que ce soit nécessairement nommé. Euh, donc, si on ne règle pas ça avant d'être là, ça ne se réglera certainement pas rendu là. Mm. Moi, quand j'arrive dans une famille où la personne elle est très, très, très apeurée de ce qui se passe, ne veut pas partir, c'est rare que je vais réussir à aller gratter assez creux pour que la personne soit sereine.
parce que toute la vie de cette personne-là a été menée en fonction d'éviter la mort à tout prix. Donc, quand j'arrive puis qu'on vient d'avoir un diagnostic, par exemple, puis qu'on a quelques semaines ou quelques mois, on a du temps pour se préparer. Oui. Puis, tantôt, tu parlais de la naissance. Tu sais, la naissance, les rituels, pendant quelques années, des dizaines d'années, il n'y en avait pas nécessairement. Mais là, on a vu dans les derniers temps les blessing way revenir. Mm. Tu sais, vraiment, c'est des rituels en soi qui sont faits pendant la grossesse ou même entre hommes. Maintenant, entre pères, il y a des rituels qui se sont mis en place aussi. Euh, donc, ça revient. Puis je me dis, ça, c'est à la mode, là, tu sais, on va les voir sur les réseaux sociaux, puis mais je vois pas encore de festivités avant la mort, moi, en réseaux sociaux, là. Je vois pas ça. Des petites cérémonies, des petits derniers soupers en famille, tu sais, on va pas publier ça parce que ce serait comme de banaliser la mort. Mais c'est pas de la banaliser, c'est de la normaliser. Exact. Ah, la différence de mots, j'adore, Cynthia. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, tu sais, moi, je suis sans tabou sur ce podcast. Les gens vont m'entendre parler de tout et de rien. Et pour moi, la mort n'est pas un tabou parce que justement, la normaliser, c'est de montrer que c'est juste une étape de plus dans la vie. Parce que pour moi, évidemment, en travaillant avec les fantômes, en travaillant de façon holistique, les vies se succèdent. Il n'y a pas rien après. Donc, si vous vous posiez la question encore, moi, je n'ai pas vu qu'il y avait rien après. Au contraire, il y a toutes sortes de choses, toutes des choses plus belles les unes que les autres, d'autres vies, d'autres affaires, des voyages, peu importe. Et des fois, comme tu dis, de l'entendre dire, d'entendre les autres en parler, de se faire dire, mais oui, c'est qu'une étape et tout ça, et puis après ça, tu verras ce que tu veux, non, 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 ça déstresse, ça déculpabilise aussi, ça montre comme quoi que, ah ben attends, ok, j'arrête pas d'exister. Non, non, t'arrêtes pas d'exister, là. Juste ton corps, là, ça sera plus le même, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Fait que, tu sais, on dirait que cette vision-là, et là, je vais utiliser le mot religieux, parce qu'évidemment, c'est vraiment plus dans la vision religieuse que ça a été vu et médiatisé. Et dans une vision un peu plus religieuse, un peu plus spirituelle, cette vision-là fait en sorte que ça l'atténue, je pense, la peur de la mort. Parce que la peur de la mort, moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'était, mais je veux pas que ça s'arrête. Je veux pas arrêter d'exister. Je veux pas qu'il y ait rien après. Je veux pouvoir continuer. C'est pour ça que je veux pas aller dans la mort, parce que je veux continuer ma vie. Mais si je te dis, mais non, c'est juste une étape, c'est juste un pont de plus à traverser, tu continues ta vie, ah là, OK, il y a d'autres choses. Oui, oui, tu reviens pas en poussière, en néant, et puis that's it, tu sais. Fait que ça peut aider à mettre ce baume-là, mais c'est sûr que tant et si longtemps que ça sera pas renormalisé, revéhiculé comme étant une célébration de la vie, comme étant une étape parmi tant d'autres, c'est sûr qu'on va rester avec cette peur-là. Puis tu sais, évidemment, on joue là-dessus, hein, les pharmacologie, la science, la recherche, comment je vais te cloner, comment je vais te garder emprisonné dans de la glace pendant 500 ans pour te... Tu sais, comme on joue L'acharnement, beaucoup, c'est de l'acharnement. on joue tellement à Dieu, tu sais, qu'on se dit, ben minute, attends une minute, là. Tu sais, c'est, quand j'ai fait mon temps, j'ai fait mon temps. Puis je veux dire, là, on parle pas du tout de, justement, des suicides, des accidents, des maladies qui enlèvent des enfants, etc. On parle vraiment de ceux qui ont, évidemment, vécu toute leur vie et que, bon, meurent de vieillesse ou meurent à la fin, là, La vraiment. majorité des décès, en fait, là. Exact, Ouais, exact. Donc, ouais. quand tu dis, bon, ben, OK, j'ai fait ça. Quand on dit de toute façon, c'est inévitable, je vais passer par la mort, comme tu dis, ta façon de penser ta vie va être aussi différente. Oh oui, oh oui. Totalement. Oui. Est-ce que tu penses, Cynthia, que ça prend une expérience de mort très puissante pour réveiller les gens à ça? Parce que vu que tu l'as vécu, puis tu dis que ça t'a Ouais. changé la vie, est-ce que tu penses que c'est quelque Mmh. chose qui est marquant et qui devrait être... J'ai j'ai pas de, quand je suis réaliste, là, mettons, parce que oui, c'est ça qui m'a ouvert à ça, puis c'est ce Mhm. que je vois, là, la majorité des gens qui veulent aller faire ça, c'est qu'ils ont perdu quelqu'un de proche. Oui. Avant de vouloir aller aider les autres, il y a un travail de guérison qu'on recherche à Oui. travers ce métier-là, clairement. Les gens qui disent le contraire, si vous avez vécu quelque chose,
je sais pas comment vous annoncer ça, mais vous allez guérir de vos choses, même si vous le voulez pas. Ça va vous réveiller, ça va faire quelque chose en vous d'aller mettre le nez dans ce type d'études-là ou dans ce milieu de travail-là. J'ai toujours eu avant, parce que j'ai été là en 2015 à ma grand-mère, avec elle et ma sœur et moi, en fait, à ma grand-mère et à ma mère, on était là. On était les seules présentes avec la personne qui décédait, avec les femmes de notre vie. Et pour elle, ça n'a rien réveillé. Là. Dans le sens où, pas négativement, mais dans le sens, elle n'aurait pas décidé d'aller travailler dans ce milieu-là après. Pour elle, elle l'a vécu comme... C'était vraiment difficile. C'était difficile, puis ça l'a pris du temps avec l'image de la mort. Ça a pris du temps à devenir en paix avec ça. Donc, est-ce que l'expérience va faire qu'on est en mesure d'accompagner après ou non? Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a un appel qui doit être là, une espèce d'ouverture. Avant de perdre des proches, j'avais cette capacité-là à ne pas craindre la mort tant que ça, je veux dire, les funérailles, ça me dérange pas. Pour moi, c'est un lieu comme un autre. J'ai toujours été comme ça. Fait que je pense qu'à la base, cette espèce de... C'est pas une ouverture, parce que je dis pas que les gens qui ont pas ça sont fermés. Fait que c'est pas le mot que je cherche. C'est plus... Cet appel-là, finalement, là, ouais. Vraiment, comme que dans toutes sortes de métiers, il y a des gens qui ont l'appel ou pas. Dans le milieu de la mort, ça prend l'appel. Est-ce que l'expérience nous rapproche encore plus de ce que les gens vivent à ce moment-là? Je le crois fortement. Mais ça peut s'acquérir en étant bénévole dans une unité de soins PAL. Ça peut être en soins à domicile, en gériatrie. Donc, ça peut s'acquérir de d'autres façons. Mais dans l'impact, ça, c'est professionnel. Mais au niveau personnel, sans ça, je n'aurais pas autant fait de chemin. Donc, moi, dans ma vie, la plus grande tragédie de ma vie est devenue aussi ma plus belle opportunité de grandir, d'apprendre d'autres façons de vivre. Puis ça, pour moi, ça a été nécessaire à mon changement. Mais ça, c'est mon cheminement. Puis je le sépare très bien du professionnel, en fait. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est super clair. Puis moi, de mon côté, j'ai pas accompagné la mort jusqu'à la fin de la vie, mais j'ai été témoin, je veux dire, de la dernière réunion familiale de le grand-papa d'un ancien conjoint et de ma propre grand-mère. Et énergétiquement, c'est quelque chose qui est extrêmement demandant, je vais dire ça comme ça, si on n'est pas passeur. Comme tu dis, c'est un appel, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde, et d'être là et de ne pas être passeur, ça peut être très demandant pour soi, parce que justement, ça vient vraiment toucher des choses, gratter des bobos. Tu sais, j'ai eu ma famille, j'ai vu la famille d'un ancien conjoint aussi réagir, et il y avait cette espèce de tu sais, je suis pas toujours bien, je suis pas toujours à l'aise, je suis pas toujours... Et moi, j'avais cette vision-là, un peu comme toi, de recul, de vraiment être au-dessus de tout ça et de voir ça comme si c'était quelque chose de normal, quelque chose de très... Ça fait partie de la vie, et même, je vais te raconter la petite anecdote, mais on revient de justement, avec mon ancien conjoint, de cette opportunité-là, où bien on était tous là, toute sa famille était là autour du grand-papa et tout, et je reviens et je dis à la maman du conjoint... Bon, ben ça y est, c'est beau, là, tout le monde est venu, fait qu'il va pouvoir partir. Fait que là, elle me regarde, elle fait « OK? » Là, je fais « Ouais, ça devrait être vraiment très bientôt. » Elle était comme « OK? » Et comme de fait, il est décédé, il est parti pendant la nuit après justement cette excuse-moi, cette rencontre-là, le fait que tout le monde a été là et tout ça, que tout le monde soit venu, que tout le monde lui ait dit aussi « Non, je t'aime. » Et
j'ai bien aimé ce moment-là. C'est la première fois que je faisais ça et j'ai été un transmetteur aussi, tu sais, d'énergie. J'ai nettoyé la pièce, j'ai nettoyé tout le Oui, monde. J'ai aidé à vraiment faire en sorte que les liens soient purs, soient, tu sais, calmes et doux, que tout le monde puisse dire les affaires. Et j'étais vraiment témoin, là. Je veux dire, j'étais assis sur un fauteuil très, très loin, reculé, pendant que tout le monde était autour du grand-papa. Mais moi, j'ai vraiment fait cette espèce de, tu sais, je survole. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi le rôle d'une Tanadoula. Est-ce que ça se peut? oui, oui, c'est beaucoup ça. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as tenu l'espace Oui, pour que exact. tout le monde vive le moment dans les plus grandes possibilités, tu sais, dans le plus grandiose que ça pouvait être. Que Mhm. les gens puissent en profiter sans conflit, parce que tout le monde devait avoir la boule dans la gorge, mais Ouais. en même temps, ça fait vraiment partie de ces petites cérémonies-là, de ces rituels-là. Puis ça prend quelqu'un qui est autour, puis qui vient un peu tempérer l'environnement, un peu. Je sais pas si, je sais pas si les Tanadoulas en général comprennent à quel point elles ont ce don-là de justement d'être passeurs. Tu sais. Mm. Moi, je me considérais pas comme capable de ça il y a 2 ans, quand j'ai commencé. Et c'est avec le temps qu'on se rend compte de qu'est-ce qu'on fait. Puis finalement, ça se résume très, très souvent à notre simple présence. Ouais. Justement, d'être assis dans un fauteuil à l'écart, de regarder ça aller. D'un point de vue extérieur, on a de l'air de rien faire. Mais il se passe beaucoup de choses quand même autour. Puis il y a autant un côté où quand la personne, elle est encore en forme, on est dans l'action. Là, on est comme dans une espèce de feu roulant, là, qu'on a des choses à régler, on a des choses à parler, on a let's go, let's go. Puis en même temps, ben, quand tout ça est fait, après ça, on profite, tu sais. Puis ou quand la personne, justement, tombe de plus en plus fatiguée, mais là, l'énergie change. Il n'y a comme plus l'adrénaline qu'il y avait quand Ouais. l'énergie est encore là. Quand on parle, mettons, de la phase préterminale, tu sais, ça, c'est comme quelques mois avant le décès. Habituellement, la personne, oui, elle est fatiguée, tout dépendant de la maladie. Là, je parle souvent, tu sais, la majorité des choses que j'ai accompagnées, moi, c'est des aides médicales à mourir ou des cancers. OK. Donc, il y avait du temps Il y dans avait les du 2 temps. cas. Autant que parfois, c'était supposé prendre 6 mois, ça en a pris 2 semaines. Autant que c'était supposé prendre 3 mois, ça en a pris 1 an. Donc, Mm. tout ça, c'est une autre chose en tant que Tanadoula, on doit être dans la flexibilité quand même Oui. à ce niveau-là. Mais oui, il y a beaucoup de ce qu'on fait qui est de tout simplement tenir l'espace, nettoyer l'énergie un peu autour. Pas la nettoyer parce que l'énergie est. Je sais pas si tu avais ce sentiment-là, mais c'est vraiment électrisant. Hein. Oui. C'est Oui. vraiment unique. Oui. On veut pas la faire disparaître, cette énergie-là, mais on à ce qu'il y ait un certain flow quand même. Mhm. Mais c'est vraiment unique, ça, cette sensation-là de. Puis on le sait, quand on travaille dans des milieux, comme dans des hôpitaux, soins palliatifs, peu importe, il y a les journées qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'enligner à décéder, là. Oui. Attention, là, l'air, elle est très différente. Donc ça, il faut apprendre à naviguer avec ça, tu sais. Puis je pense que Mhm. la première fois qu'on est touché par ce type d'énergie-là, on comprend quelque chose aussi. Mais oui, ça fait partie clairement de ce qu'on est, beaucoup plus que ce qui peut être imaginé. Là. On ne fait pas la lecture nécessairement de la Bible à nos clients. Tu sais, oui, on peut le faire, mais c'est pas la majorité du temps. La majorité du temps, on est juste là. Puis on aide ceux qui sont présents à vivre le plus beau moment possible. Mm. Mhm. Mhm. Ouais. Teneuse d'espace. J'adore ce mot-là Mm. aussi. C'est vraiment ça, d'amener à ce que l'environnement soit le plus sain possible pour, comme tu dis, leur permettre de vivre le meilleur moment possible. Ouais. Parce que c'est une transition, ce n'est pas la fin, c'est le début de d'autres choses. Et même pour les gens qui restent, puis tu sais, tu disais tantôt,
On fait beaucoup, beaucoup pour les gens qui restent parce que oui, ils restent avec le souvenir, ils restent Oui, avec qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils restent avec comment la personne a été vue, a été entendue, avec vraiment les derniers soubresauts de son souffle, de, tu sais, il y en a qui restent avec l'image de, comment est-ce que l'âme sort de son corps, même il le voit. Fait que oui, rester avec ça, tu sais, c'est là où est-ce que, en tout cas, moi, je trouvais qu'il était important aussi d'agir avec ces gens-là, de je vais oui, te tenir l'espace pour toi aussi si tu as besoin d'en parler, si tu as besoin de dire ce que tu as vu, vécu. J'ai mon amie, j'ai mon amie Diane qui a dit, qui est comme moi, qui voit beaucoup et qui m'a dit, j'ai vu les anges descendre, mhm, littéralement les anges descendre, venir la chercher à son ouais, dernier souffle. Fait que, tu sais, quand on a des gens qui vivent ces choses-là, c'est important aussi de les tenir là-dedans pour leur dire comme quoi que, voilà, ça fait partie de. Fait que c'est des choses qui sont très spéciales. Puis là, je le sais, là, ma belle communauté, là, on s'en va dans le loin profond, on là, est dans le profond. dans le tabou profond. Puis la société elle est pas super prête à entendre ça. Sauf que Mhm. depuis que les gens naissent, les gens meurent aussi. Ça fait C'est la partie. seule certitude. C'est ça fait partie de notre vie. Fait que c'est important d'ouvrir la porte et d'en parler et comme tu dis, tu sais, de voir les choses autrement que ce qu'on nous pousse à dire, tu sais. Ben, tu vas aller le mettre dans une urne, puis après ça, on va faire une petite cérémonie de 3 minutes et quart, puis après ça, il va aller là, puis après ça, tu vas l'oublier, puis il y a des choses à vivre, il y a des choses à faire, il y a d'autres choses Puis là, on dirait qu'on a plus le temps à cause des grosses maladies, à cause des cancers, à cause de. Tu sais, on dirait qu'on a plus le temps de se préparer plutôt qu'avant où est-ce que c'était comme une maladie, tu sais, une maladie rapide, genre une grosse pneumonie, puis t'avais 3 jours, c'était fini. Exact. Là, on dirait que, tu sais, on a le temps, ça peut s'étirer un peu, on peut prendre le temps, on peut ramener tout ça puis parler avec notre monde. Et puis, comme tu disais, j'aime bien aussi de dire, on n'est pas obligé de pardonner tout. Le fantôme de l'autre côté, il va faire sa job aussi. C'est pas juste à la famille de tout pardonner, de dire OK, c'est beau, c'est correct, on t'aime. Il y a des choses, tu sais, il faut jamais se sentir coupable de quoi que ce soit, mais il faut se sentir bien avec nos propres décisions, par contre. Exactement, exactement. La finalité là, dans ça, parce que c'est une relation, tu sais, qui continue après. Oui, Euh, donc, exact. si on n'est pas à l'aise avec le fait de ne pas tout dire, mais qu'on ne le dit pas parce qu'on veut des fois, c'est dans l'ego, des fois, c'est dans le on veut pas donner ça, on veut pas donner ces paroles-là ou ce pardon-là à la personne. Fait qu'on va rester vraiment dans notre ego puis on le fera pas, mais la relation continue, là. Puis après ça, on va pas être guéri parce que l'autre est parti, là. Exact. Ça continue de vivre en nous. Puis, tu sais, moi, il y avait un intervenant spirituel qui m'avait dit, moi, pendant qu'on était à l'hôpital avec ma mère, et puis ça marque vraiment mon parcours, mais il m'avait dit, moi, là, j'avais peur que ma mère elle meure parce que j'avais peur de plus lui parler. Mais il dit, depuis qu'elle est décédée, on se parle 3 fois plus qu'avant. Elle est toujours là. Fait que, à chaque fois que je fais quelque chose, je pense à elle. Ah, oh, serais-tu contente? Elle serait pas contente. Ah, oh, 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 je l'entends me le dire. Ah, oh, non, non, c'est pas une bonne idée. Elle est toujours là. Puis j'ai fait, aïe, aïe. Sur le coup, j'ai fait, non, je sais pas. Puis finalement, c'est vrai. Finalement, c'est vrai. Je pense à elle 3 fois plus que je pensais avant. On dirait qu'elle me parle des fois. T'sais, fait que, Oui. heureusement que c'était bien terminé, tout ça. T'sais, heureusement qu'on a eu le temps de se dire ce qu'on avait à se dire, puis que j'ai décidé de laisser aller des choses, puis j'étais à l'aise avec ma situation, elle était à l'aise avec le. Parce que nous, en tant que personnes qui restent, et eux, en tant que personnes qui partent, eux aussi ont à être bien dans leurs décisions. Parce que pour eux Tout à aussi, fait. ça continue après. Donc, c'est ça. On n'est pas obligé de tout pardonner. On n'est pas obligé d'avoir tous les sujets, de sortir notre trip, puis nos tripes, notre cœur, puis toute la patente. Mais est-ce qu'on va être bien si on le fait pas? C'est c'est là le risque de tomber un peu plus dur à régler, là, un peu plus de thérapie, je dirais, que si Exact. on avait pris le temps de vraiment en parler. Puis, c'est pas des choses qui sont obligées d'être faites seules aussi. Tu sais, des fois, on sert aussi à ça, à faire un peu de la médiation entre les membres d'une famille, Mm. entre des membres ensemble, sans la personne en fin de vie, parce qu'il peut y avoir des conflits pour l'argent, le choix de traitement de la personne.
Et il peut y avoir aussi des choses non dites entre la personne qui va décéder et les proches. Oui. Donc, nous, on peut servir à ça, à être comme le médiateur, à garder justement un endroit sécuritaire pour tout le monde, pour avoir ces discussions-là, pour amener les bonnes questions, pour être capable de gratter sans aller non plus dans une régression ou dans des choses qui sont plus, en fait, hors de nos capacités, là. Mais on est vraiment en moyen de faire de la médiation pour ces familles-là qui, parfois, les sujets sont difficiles, puis ils sentent qu'ils auraient besoin d'être accompagnés. Puis ce serait la même chose avec un travailleur social, Tout à avec un fait. psychologue. Dans les Mm. équipes multidisciplinaires, il y a des gens aussi qui sont là pour aider à ces discussions-là, puis il faut en profiter parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de monde, de toute façon, qui, après, quand la mort finit, justement, comme tu dis, ben, c'est fini, c'est parti, il n'est plus là. Fait qu'on va faire à semblant que tout s'est réglé grâce à ça, comme ça. Puis moi, ben, je m'arrange avec ceux qui sont de l'autre côté. Puis seulement les petits s'arrangent avec ceux qui restent. Exact. Fait que, tu sais, Ouais. fait que c'est vraiment important. Je pense que c'est ça qu'on doit reprendre beaucoup, beaucoup comme pouvoir personnel par rapport à la vie, par rapport à la mort, qui est de dire qu'est-ce qu'on peut faire avant que ça arrive. Ouais. Comment on peut faire les choses pour que avant on se sente bien, qu'avant on soit justement d'accord avec les décisions, que si demain matin je m'en allais. Puis, tu sais, comme tu dis, ça change notre vie. Si demain matin je m'en allais, est-ce que j'aurais dit tout ce que je voudrais dire à mes enfants? Est-ce que j'aurais dit les bons derniers mots à mon conjoint? Est-ce que je voudrais garder cette chicane-là avec ma mère? Est-ce que? Et donc, le but, c'est évidemment pas d'être anxieuse et de dire oh mon Dieu, mais de plutôt de dire, OK, ben si c'était mon dernier moment, comment je voudrais le vivre? Et littéralement, ça change une vie. Ouais, Vraiment. puis c'est pas dans le dire aujourd'hui, j'ai rien fait, puis j'ai écouté la télé. Si je Mmh, mourais à soir, ça serait plate en maudit. Non, c'est pas ça du tout. Ouais, on a le droit d'écouter la télé toute la journée tout à fait. en pyjama. Tu sais, il y a eu pendant un certain temps, il y a eu un discours vraiment toxique de dire vis ta journée, vis ton Oui, journée comme si c'était la dernière, qui nous met dans une espèce d'urgence de vivre tout le temps, de faire notre bucket list de vœux à réaliser. Puis au final, c'est pas ça du tout. Au final, c'est si tu as dit ce que tu avais à dire, puis si tu vis selon tes besoins et tes convictions, ça va être beaucoup plus serein quand tu vas partir. C'est beaucoup plus ça que de ouais, se dépêcher à voyager dans tous les pays que tu veux voyager, puis sauter en parachute, puis faire ci, puis pas se donner le droit de rien faire une journée, parce que si on meurt à la fin de la journée, notre dernière journée, on aurait écouté Netflix en mangeant du popcorn. C'est pas ça. Ça, c'est à côté de la traque. Mais pendant exact. un bout, ce discours-là a été Ouais, très fort dans le développement personnel et ouais, ô combien nuisible, parce que c'est complètement à côté du message. tout à Complètement. Puis c'est très anxiogène, oui, de peut-être penser à, justement, si je meurs ce soir, qu'est-ce qu'il y en est de mes enfants? Qu'est-ce qu'il y en est de mon partenaire? Qu'est-ce qu'il y en est de mes parents, sœurs, frères? Puis, tu sais, moi, l'exercice qui m'aidait beaucoup, parce que à chaque fois que j'ai eu un enfant, Mhm. j'ai comme eu quelques mois en hypervigilance où, OK. généralement, la mort, moi, tu sais, en ce moment, je suis revenue dans toute ma tête, mes hormones sont replacées, tout est beau, mais euh, généralement, je vais bien avec la mort. C'est correct. Je comprends que mon chemin a une fin, puis il y a une raison pourquoi ça va finir à tel moment. Mais quand j'ai eu ces périodes d'hypervigilance-là, j'étais hors de mon contrôle habituel. Pas contrôle, mais de mon schéma normal là, de pensée était complètement altéré. Et ce qui m'aidait à me ramener par rapport à mourir et laisser mes enfants sans Mhm. maman, c'était de me dire, ben, OK, replace-toi dans le cycle de la nature, là. Tu sais, là, s'asseoir dans le gazon, là, puis regarder ton jardin. Les tomates, à l'automne, leur cycle de vie est terminé. Nos légumes, là, ça sèche, c'est plus beau, à l'automne, c'est terminé. Les arbres, ça a des cycles. Ça perd leurs feuilles, ça devient des bourgeons, ça a des... Nous, on fait partie de ça. On fait partie de ce cycle-là. Puis je regardais ma maison à ce moment-là, on était dans une maison qui avait 165 ans. Puis je regardais ma maison, puis je disais, moi là, quand je suis née, cette maison-là existait. Puis quand je vais mourir, cette maison-là risque très fortement d'exister encore. Je suis de passage.
ça te remet en perspective parce c'est pas vrai qu'on est irremplaçable dans une vie. Mhm. Ça, c'est très égocentrique de se dire que sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Mes enfants, là, sans moi, là, oui, ça va être une grosse période là, dans leur vie, là, le deuil, l'adaptation et tout ça, mais ça va les suivre toute leur vie. J'ai perdu ma mère, je sais. Ouais. On va toujours penser à elle a manqué celle-ci, ça. Puis, Mhm. mais je veux dire, au final, là, mon chum, il va se refaire une femme, probablement, qui va prendre probablement très bien soin de mes enfants. Mhm. Puis ma sœur va se tourner vers ses amis, puis elle va s'ennuyer, mais sa vie va continuer. Mon conjoint, il va bien aller pareil, là. Oui, c'est dur, là. Une couple d'années, là, on est dans le brouillard, ça va. Mais hey, je suis qui pour dire que sans moi, là, la maisonnée, elle tourne pas. Puis que la vie est finie, là, quand je vais décéder. Mm. La vie continue, là. Ouais. Malheureusement pour nous, là, qu'on Oui, c'est ça. aimerait être éternel et être indispensable, là, on l'est pas indispensable. Puis ça fait peut-être, c'est peut-être dur à entendre pour certaines personnes, mais moi, là, réellement, là, mes enfants sans moi vont survivre. Je, Tout à je fait. me le répète souvent parce que je me dis, si je me mets à penser que sans moi, là, il n'y a rien qui marche, là, c'est une grosse pression à se mettre, puis non, tu ne veux pas mourir dans ce temps-là. Donc, Exact. arrangeons-nous pour que les gens autour de nous, on soit en paix, puis qu'on les garde assez autonomes pour que justement, s'il nous arrive quelque chose, ben, ils vont continuer. La vie va continuer parce que c'est ça qui va arriver de toute façon. La vie va continuer sans nous. Yes. C'est toujours ça, c'est le cycle. Mm. Le cycle de la vie, oui. Ouais. Exact. Ah, quelle belle façon. Ma chère Cynthia, est-ce que tu aurais un mot pour les gens qui ont peut-être encore une petite peur ou qui trouvent encore ça un petit peu tabou, la mort et tout ce qui Mm. entoure ça? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ben, je sais qu'il y a plusieurs auditoires ici, là, que Mhm. ça change un peu par exemple, du Québec ou en France, où on a premièrement, c'est vraiment plus encadré en France, très, très strict. Donc, je sais que là-bas, il y a encore un plus grand tabou qu'ici. Mm. Euh, mais c'est juste de se rappeler que c'est pas parce qu'on nous a dit qu'il y avait une façon de mourir que c'est vraiment la réalité. Fait qu'on peut se redonner le pouvoir de mourir dans la façon qu'on veut. Évidemment, dans les circonstances de la vie, on s'entend, là, on décide pas de par quoi on va mourir, mais on a quand même un certain pouvoir là-dedans, tu sais. C'est pas parce que les salons funéraires ou les pompes funèbres vont dire il faut faire ci, ça, qu'il n'y a pas quelque chose d'autre autour qui peut être fait, qui peut être créé. Puis j'ai une conviction que si on se donne le droit de gérer un peu ça, de remettre un peu de notre pouvoir décisionnel dans ce passage de vie qui nous appartient. En passant, ça appartient pas au salon funéraire, ça appartient pas au médecin, ça appartient pas à personne d'autre, à la famille. Ça nous appartient. Mhm. Et il y a quelque chose de très puissant dans pouvoir dire, hey, finalement, là, je peux le faire différemment, je peux le faire à ma façon. Puis oui, il y a certaines balises, puis c'est pour ça que je parlais de, par exemple, France-Québec, c'est très différent. Mais même à ça, il y a des choses qu'on peut faire qui sont un peu outside the box, puis qui sont peut-être aux yeux de l'entourage bizarres, mais c'est notre dernier moment. C'est notre dernier moment ici. Puis est-ce qu'on peut s'arranger pour que, premièrement, nous, le faire à notre façon, ça va nous permettre d'être beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein pour le après. Et pour ceux qui restent, mais ça va juste être quelque chose qui est à notre image puis qui vont leur faire du bien. Donc, on n'est pas obligé d'écouter tu sais, là, ce que la société nous dit que c'est de mourir, là, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Puis, ça vaut la peine d'aller se plonger le nez dans des livres, dans des podcasts, dans des films, des documentaires. Plus on va en parler, plus on va s'informer, plus on va être à l'aise avec le sujet. Donc, reprendre son pouvoir personnel dans la mort, comme on est en train de le Mhm. faire avec la naissance et l'accouchement, finalement. Oui, définitivement. Wow, Définitivement. génial. Merci, ma chère Cynthia, d'être venue sur le podcast. Je te remercie tellement grandement d'avoir ouvert la porte à ça. C'est un sujet que j'allais de toute façon parler, mais d'en parler avec toi, c'était vraiment intéressant. Sur quel réseau on peut te suivre, ma chère, et en apprendre plus sur ce que tu fais? Je suis plus Instagram, donc c'est plutôt simple. C'est mon nom et nom de famille. Donc, Cynthia Gibrunel, c'est le compte Instagram que j'utilise. Sinon, ben, j'ai mon site web qui est au même
au même nom, là, donc www.cynthiagebrunel.com. À partir de là, vous pouvez apprendre en fait un peu ce que je fais comme service, mais aussi prendre contact directement avec moi. Super, parfait. Je vais évidemment mettre tous les liens dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir qu'est-ce que Cynthia vous propose. Reprendre son pouvoir personnel dans la mort comme dans la vie. Mhm. Voilà ce que c'est. Alors, je te remercie encore beaucoup, Cynthia, de ta présence avec nous. Et pour nous, si jamais tu aimerais en apprendre plus sur l'univers ou même sur toi, tu aimerais avoir du soutien pour reprendre justement ton pouvoir personnel et redevenir pleinement l'être divin que tu es, je t'invite à venir me voir en consultation où je prendrai le temps de répondre aux besoins uniques de ton âme. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée.